1943, le monde est sûrement en train de vivre les plus grandes horreurs de son histoire en Europe avec la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, notre histoire, elle se passe bien loin de là, et dans un cadre bien différent. Bienvenue aux Bahamas. Un petit coin de paradis pour les personnes qui s'y installent, autant pour ses plages turquoises au sable blanc que pour ses avantages fiscaux. Loin du chaos européen, l'ambiance s'apparente plus à un bon vieux polar sous les tropiques avec des rumeurs de contrebande et des histoires d'exil doré en guise de trame, sous un air colonial toujours présent à l'époque. Pour ce qu'il s'agit des personnages, on en voyait passer un tas, avec des styles tous bien différents. Entre riches exilés européens, espions de passage, contrebandiers en costume en lin, tous étaient attirés par le parfum du luxe tropical de l'île, sans oublier ces litres de rhum bien présents qui pouvaient cacher bon nombre de dangers selon ce qu'on racontait sous l'effet de son parfum. L'archipel était quand même bien loin de ressembler à ce à quoi nous connaissons aujourd'hui, mais elle commence à bien se moderniser à cette époque, et ce grâce à un homme, Sir Harry Hawks. Harry, fraîchement débarqué sur l'île en 1935, clairement pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucun impôt à payer ici, investit énormément dès son arrivée dans le développement de l'île, en finançant des routes, des écoles, des hôpitaux, des logements ou encore dans l'aéroport. Ces gestes généreux à première vue sont également intéressés. Plus l'île se développe, plus son cadre de vie à lui et ses affaires s'améliorent. Le 7 juillet 1943, la famille d'Harry est absente. Donc il en profite pour organiser une petite soirée avec quelques invités, dont son ami Harold Christie, qui est de la partie. Il reste même dormir après la soirée dans l'une des chambres d'amis de la maison à cause d'une grosse tempête qui a lieu durant la nuit. Le lendemain matin, vers les coups de 7 h, Harold est déjà debout et part réveiller son ami Harry. Il l'appelle devant sa chambre, toque à sa porte, mais pas de réponse. Étrange. Il décide d'entrer et en ouvrant la porte, un spectacle bien différent à ce qu'il s'attendait à voir se trouve devant lui. Il tombe en effet bien nez à nez devant son ami Harry, mais celui-ci est mort et surtout à moitié carbonisé. Sur cet archipel aux images de paradis, s'est déroulé le temps d'une soirée une scène d'horreur qui va changer le pays à tout jamais. Mais qui a bien pu commettre ce meurtre affreux? Qui a bien pu tuer l'une des personnes les plus appréciées de l'île en toute apparence? Et quelles ont été les raisons? C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Avant de rentrer dans le cœur de l'affaire, un léger retour en arrière s'impose. Car avant d'être l'un des hommes les plus riches de la planète et de se faire appeler Sir devant son nom et prénom, il s'en est passé des choses. Et croyez-moi, rien n'aurait pu nous laisser prédire que Harry en arrive jusque-là. Harry naît le 23 décembre 1874 à Sangerville, dans l'état du Maine. Il grandit dans la région toute son enfance. Mais lui, vivre ici, ça l'emmerde. Harry, c'est un mec qui rêve d'aventure, de folles histoires et de fortune. C'est un gamin qui a passé toute son enfance à lire les récits de l'épopée de la ruée vers l'or, et c'est clairement pas ici qu'il va pouvoir faire tout ça. Le mode de vie dans sa région tourne plus autour de la terre et de l'agriculture. Il tente bien de vivre une vie normale d'un gars du coin, en étant diplômé de son parcours scolaire et en commençant des études de médecine. Mais au bout de sa deuxième année, la tentation est trop forte, et il quitte tout pour réaliser son rêve, partir à l'aventure. Et devenir riche au passage. Pour devenir millionnaire, Harry a un plan. Étape 1, tomber sur une mine d'or. Fin du plan. Bon, non, j'abuse un peu. C'est évidemment un peu plus complexe que ça, mais en gros c'est l'idée. À cette époque, on est toujours en plein dans ce que l'on appelle la ruée vers l'or, et comme j'ai dit précédemment, lui il a grandi avec ses histoires de succès et de réussite durant toute son enfance. Et le Harry, il faut savoir que c'est un gars tenace, car pour atteindre cet objectif, il lui faudra près de 15 ans avec plus d'une péripétie entre temps. Donc en 1898, il part à l'aventure en devenant prospecteur d'or. Il ira aux quatre coins du monde en commençant par le territoire du Yukon au nord-ouest du Canada. Et ici, faut être costaud, car ce sont des conditions météorologiques extrêmes qui vous attendent, avec des températures atteignant en moyenne moins 20 degrés l'hiver. Mais c'est aussi une belle anarchie qui est présente à cette époque, avec ces grandes rumeurs de présence d'or dans la région. Mais pour Harry, c'est chou blanc. Il part alors en Californie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, tout en faisant des petits boulots pour joindre les deux bouts, mais à chaque fois rebelote, il ne trouve rien. Il tente une dernière fois sa chance dans le même pays où il a débuté sa quête, c'est-à-dire au Canada, à Kirkland Lake, dans le nord de l'Ontario. Et là-bas, il trouve enfin ce qu'il a rêvé toute sa vie. Une mine d'or qui lui fera rapporter pas moins de 60 000 $ de bénéfices par jour, ce qui équivaut à près d'1 million de dollars aujourd'hui, faisant de lui l'homme le plus riche du Canada au passage. Le voilà avec plus de sous qu'il n'aurait pu en imaginer. En 1930 au Canada, le parti au pouvoir change et avec lui le taux de fiscalité aussi. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour Harry qui va se voir énormément taxé. Maintenant qu'il est riche, après de longues années de labeur, se voir se faire prendre sa thune c'est pas vraiment quelque chose qui lui plaît. Donc il va trouver une sortie de secours, la ville de Nassau aux Bahamas. En 1935, il pose pied sur le sable de l'île paradisiaque avec toute sa famille, sans savoir que 8 ans plus tard, il y perdra la vie dans d'atroces circonstances. Avant de revenir sur notre affaire, promis, ça arrive, je pense qu'il peut être intéressant de vous présenter certains protagonistes principaux de notre histoire et potentiellement coupables du crime de Sir Harry Hawks.
Couple emblématique des années 1930-40, le duc et la duchesse de Windsor sont connus pour avoir bouleversé la monarchie britannique de l'époque en cassant les codes pour pouvoir vivre leur histoire d'amour. Édouard VIII devient roi du Royaume-Uni en janvier 1936, une place qu'il ne gardera même pas un an pour la simple et bonne raison qu'il voulait épouser Wallis Simpson. Le hic dans l'histoire, c'est que Wallis à ce moment-là, elle est déjà divorcée 2 fois, et la monarchie britannique interdit au roi d'épouser une femme divorcée. Là, c'est la tulasse comme on dit. S'offre alors à lui un choix, garder sa couronne ou épouser la femme qu'il aime. Et en décembre, il annonce à la radio son choix de lâcher le trône. Chic type en apparence comme ça, lui et sa femme ont quand même une image pas mal entachée au vu des relations qu'ils ont entretenues avec l'Allemagne nazie. Et certains disent que c'est en fait cette raison qui explique pourquoi il a laissé tomber sa couronne. Le couple débarque à contre-cœur sur l'île des Bahamas en 1940, un exil imposé par Churchill en personne suite à des rumeurs d'enlèvement. Pas le plus grand fan de la mondanité de Nassau, il sympathise tout de même avec Harry Hawks, déjà très influent sur l'île, qu'il apprécie pour son parcours de self-made man. Les deux vont par la suite devenir très amis. D'un côté, on a la petite princesse de la famille, l'enfant préféré de son père, ce qui était un fait presque assumé par papa Harry lui-même. De l'autre, on a le petit ami détesté, celui qui n'est clairement pas le bienvenu dans la famille et qui est vu comme un opportuniste. Une relation qui, comme vous l'aurez compris, est un petit peu désapprouvée par Harry Hawks. Mais ça ne va pas les empêcher de se marier en cachette lors d'un voyage à New York, alors que Nancy a tout juste 18 ans. Pour Alfred, c'est une routine pour lui qui, avec ce mariage, est à son 3e. Avant même toute cette histoire, Alfred avait pas vraiment une très belle image sur l'île. Il était vu comme un grand tchatcheur avec peu de principes et valeurs pour la mentalité de l'époque. Ce qui faisait qu'il était très mal vu par la haute société, sauf pour les jeunes filles de bonne famille qui l'admiraient. Harold Christie multiplie les casquettes. Il est un homme politique, agent immobilier, promoteur et homme d'affaires des Bahamas. Il est même connu pour être le père de l'immobilier aux Bahamas. C'est même lui en personne qui pousse et convainc Harry à venir vivre sur l'île. Il est devenu au fil du temps un ami intime et même un associé de Sir Harry Hawks. Ils fondent d'ailleurs ensemble la Bahamas Airways Limited, la première compagnie aérienne commerciale des Bahamas, développant le secteur du tourisme et de l'immobilier. Il est à ce jour la dernière personne connue à avoir vu Harry Hawks en vie. Il y a beaucoup de mystères autour de Edward Melken et James Barker sur leur façon d'avoir géré cette affaire et aussi de leur véritable rôle et implication dedans. Les deux hommes vont être expressément demandés par le duc de Windsor pour venir résoudre cette affaire. Leur investigation va être très fortement critiquée et va laisser planer le doute sur la vérité de l'histoire. En somme, leur enquête va apporter nettement plus de questions que de réponses au vu des méthodes employées par les deux détectives. Mais ça, je vais tout de suite vous le raconter. Maintenant qu'on a ces éléments, revenons au 8 juillet 1943. En ouvrant la porte, Harold constate que le tapis de la chambre est recouvert de ce qui semble être du sang. En levant la tête, scène identique pour le paravent chinois posé à côté du lit qui est éclaboussé de sang lui aussi. Et en continuant à balayer du regard la pièce, il finit par voir la chose qu'il redoutait, le corps de son ami massacré, recouvert de plumes du lit et aspergé d'essence. Après cette découverte juste horrible, Harold pense à appeler son ami le duc de Windsor et actuel gouverneur des Bahamas, qui était aussi très proche d'Harry et va énormément s'impliquer dans cette affaire, à tel point qu'on pourrait presque penser qu'il tentait de la saboter. Mais ça, on va y venir. En arrivant sur place, la police locale réalise une investigation de la scène de crime assez maladroite avec pas mal d'erreurs. Aucun relevé ou encore aucune photographie précise n'est prise. On peut placer ça sûrement dû à la rareté de ce type d'enquête sur l'île et donc au manque d'expérience des agents présents sur place. Mais vous allez voir, ces erreurs ne sont rien comparé à ce qui va suivre. Malgré ce que l'on pourrait croire, l'autopsie révèle que la cause du décès est due à un traumatisme crânien causé par plusieurs coups à la tête. Les traces d'incendie n'étaient là que pour supprimer les traces. Très soucieux et inquiet de la répercussion que peut avoir cette affaire et du scandale que ça peut être, le duc va très vite mettre son nez dans cette affaire. Il tente d'étouffer le plus possible le meurtre dès le début, mais pas de chance pour lui, en quelques heures l'affaire est dans la presse et connue dans le monde entier. Mais surtout, il va faire appel à ses propres relations pour enquêter sur ce crime et va évincer complètement la police de l'île en évoquant un manque d'expertise pour enquêter sur un tel crime. Et de manière étonnante, ça ne va pas être la police britannique qui va reprendre le dossier, car pour rappel à cette époque, l'île est toujours un territoire du Royaume-Uni. Le duc passe un appel tout droit vers Miami pour demander les services du capitaine Edward Melken, son ancien garde du corps, et du capitaine James Barker.
En passant par eux, le duc s'évite bon nombre de problèmes auprès du pouvoir britannique, et surtout il garde la main sur cette affaire qui pourrait très franchement noircir sa carrière et son image, déjà en constant déclin depuis un petit moment. Pour lui, il est essentiel que l'affaire se finisse le plus rapidement possible, peu importe la véracité des faits et de la manière employée. Bizarrement, en arrivant sur place, le duo d'enquêteurs vont faire des choix assez étranges, voire même complètement stupides pour parler franchement. Mais vraiment con quoi. Les seuls indices présents sur la scène de crime vont être inexploités par le duo. Il va y avoir aucune relève d'empreinte digitale alors qu'une énorme marque de main était présente sur le paravent rempli de sang, prétextant que le temps était trop humide pour faire une relève et ils vont tout simplement effacer cette empreinte de main. Mais ça ne s'arrête pas là. La piste de traces de pas qui avait été repérée dans la maison va être abandonnée, voire complètement ignorée par les deux enquêteurs. Aucune fouille n'est mise en place et aucune question n'est posée sur l'absence inhabituelle des deux gardes chargés de la sécurité d'Harry. Ils vont même jusqu'à brûler le matelas où reposait le corps de la victime en évoquant son insalubrité, et suppriment donc par la même occasion d'éventuels indices au passage. Tous les soupçons dès le début de l'enquête sont tournés vers Alfred de Marigny, le gendre détesté par son beau-père, ce qui fait de lui le suspect parfait dans cette affaire. A vrai dire, il n'y a pas vraiment de place pour un autre suspect. Il est limite considéré comme coupable dès le début de l'enquête et personne d'autre ne sera interrogé, ou du moins pas dans une position de suspect. Toute autre piste, même des pistes très crédibles sur le papier, sont tout simplement ignorées par les enquêteurs. De Marigny, interrogé dès le début de l'enquête, explique que ce soir-là, il était convié à un dîner et que le seul moment où il était proche de la demeure d'Harry, c'est lorsqu'il a raccompagné des invités. Une version qui va être confirmée par son ami Devise de Loup, qui explique être passé chez lui plus tard dans la soirée pour venir récupérer son chat. Mais cet alibi ne convainc pas les inspecteurs. Ou du moins le terme exact serait que ça ne les convient pas plutôt. Et contre toute attente, les enquêteurs annoncent avoir trouvé une preuve et pas des moindres, car malgré une gestion approximative de la scène de crime, les deux ont réussi à trouver une empreinte digitale de doigt, et celle-ci appartient à De Marigny qui est alors emprisonné directement. Le duo va donc annoncer la nouvelle à la famille de Harry, sûrement au meilleur moment possible, lors de son enterrement. Et les deux vont clairement pas y aller de main morte en expliquant bien en détail comment Harry s'est fait massacrer par son beau-fils. En entendant que son mari est le meurtrier, Nancy n'y croit pas une seule seconde et va commencer à organiser la plaidoirie d'Alfred. Elle va se lancer dans une véritable campagne en s'exprimant devant la presse, en écrivant aux autorités britanniques, en appelant tout le carnet d'adresses de la famille ou encore en mettant sur pied une véritable équipe de professionnels pour défendre son mari. Et tout doucement, la tendance va s'inverser et l'opinion publique va évoluer. Parmi les gens qui composent l'équipe de choc de la défense se trouve un célèbre détective du nom de Raymond Schindler qui va lui aussi enquêter sur l'affaire de son côté. Il lui faut pas beaucoup de temps pour comprendre que cette enquête a été menée d'une drôle de façon. Entre la disparition des empreintes digitales, des taches de sang sur les murs et des empreintes de pas, ça fait beaucoup. Tout ça pique sa curiosité, un peu trop d'ailleurs pour les autorités enquêtant sur le dossier qui le placent sur écoute et le suivent même en filature. Au même moment, on va voir le chef de la police des Bahamas qui va critiquer les méthodes du duo d'enquêteurs, et quelques temps plus tard, il est étrangement muté ailleurs. Comme par hasard. Le 18 octobre 1943 commence le procès tant attendu, avec une foule de personnes présentes devant le tribunal, dont de nombreux journalistes. Le parti de l'accusation élabore son discours autour de la haine qu'éprouvait Alfred de Marigny à l'égard de son beau-père, lui qui n'avait qu'une seule idée en tête, avoir accès à sa fortune, et sort comme principale preuve du meurtre, voire même leur unique preuve, l'empreinte de Marigny retrouvée sur les lieux du crime. Mais tout cela ne convainc pas vraiment le jury, et tout va se gâter pour eux par la suite avec les éléments que vont sortir la défense. Outre les témoignages de témoins qui confirment bien qu'Alfred était présent à la soirée lors de la nuit du meurtre, c'est lorsque certains membres du parti de l'accusation vont être appelés à la barre que leur plaidoirie et leur image au passage vont perdre en crédibilité. Déjà, c'est l'invité du soir Harold Christie qui va être invité à témoigner. Il déclare, comme j'ai pu vous le dire précédemment, qu'après la soirée, il est parti se coucher à 23h. Mais un policier affirme l'avoir aperçu vers minuit dans une voiture en compagnie d'autres passagers, ce que nie formellement Harold qui maintient sa version des faits. Mais c'est quand la défense va commencer à s'attaquer à cette empreinte, c'est-à-dire l'élément clé de leur discours, que l'accusation va commencer à suer. Melken est le premier des deux enquêteurs à être cité à la barre. Il avoue que Barker lui a mis au courant de la découverte de l'empreinte digitale qu'une semaine après sa relève. Barker lui admet qu'il ne peut pas prouver avoir trouvé cette empreinte le jour qu'il prétend, car il n'avait pas d'appareil photo à ce moment-là. La faute a pas de chance. Et la procédure veut que toute empreinte doit être photographiée et relevée devant un témoin. Mais ce n'est pas assez pour la défense qui va leur donner un dernier petit coup de massue. Car pour l'avocat, l'empreinte de doigt retrouvée paraît un peu trop nette à son goût. Après analyse avec des professionnels, il est prouvé que cette empreinte est bien trop nette pour avoir été relevée sur le paravent. Elle pourrait très bien avoir été relevée sur n'importe quel objet touché par De Marigny lors de son interrogatoire. Et puis allez, petite dernière pour la route, Barker bug complet quand on lui demande pourquoi il n'a pas effectué une analyse des taches de sang, ni examiné les empreintes de pas sur la scène de crime. Donc, au vu de tout ce qui était exposé par la défense, rien du côté de l'accusation ne prouve que De Marigny était bien présent sur les lieux le soir du meurtre.
Après 3 semaines de procès, le verdict tombe. Le juge déclare Alfred de Marini non coupable et en profite pour glisser un petit tacle aux 2 inspecteurs en les traitant d'incompétents devant tout le monde. Ça, c'était gratuit. Malgré son innocence, de Marini ne sort pas tout à fait gagnant de cette histoire, car il est obligé de quitter les Bahamas et de ne plus jamais y foutre un seul orteil. Mais aussi fou que cela puisse paraître, l'affaire va s'arrêter ici. Après le procès, il n'y aura pas de suite à l'enquête et elle va être classée. Personne ne sera condamné pour son meurtre. Ce qui laisse place à plein de théories, certaines farfelues, d'autres carrément plausibles. Je vais pas tous vous les faire, mais je vais vous en raconter quelques-unes qui pourraient être plus que vraisemblables. Des éléments laissant croire que la mafia aurait pu être impliquée dans le meurtre surgissent 2 ans plus tard lorsque le détective James Barker est retrouvé mort. Ce dernier est tué accidentellement par son fils et en enquêtant sur le dossier, il s'avérera qu'il collaborait étroitement avec la mafia. Dans les années 20, les Bahamas représentaient un lieu stratégique pour la pègre américaine durant la période de la prohibition dans le pays. C'était une véritable plaque tournante pour faire entrer de l'alcool illégalement aux États-Unis. Ce que faisait Meyer Lansky, l'un des big boss de la pègre à cette époque. Et Meyer, il avait un grand projet pour les Bahamas, en faire l'une des plus grandes capitales du tourisme et du jeu d'argent. Seul hic dans le projet, les salles de jeu étaient formellement interdites aux Bahamas. Pour pouvoir réaliser son plan, il avait besoin de contacts sur place, et plus particulièrement de promoteurs. Et il y a un promoteur que nous connaissons bien qui aurait été intéressé, un certain Harold Christie. Afin de voir ce projet se réaliser, il fallait avoir dans la poche des hommes influents de l'île pour soutenir cette idée et convaincre le duc de légaliser le jeu dans l'archipel. De manière logique, Harry Hawks aurait été approché par la mafia dans ce projet pour user de son influence. Mais Hawks, catégorique, aurait refusé. Une réponse qui n'était pas du goût de la mafia, qui n'avait sûrement pas l'habitude qu'on leur dise non. Ils auraient alors fait pression sur lui pour tenter de le faire changer d'avis. Hawks et Christie auraient donc eu rendez-vous avec les hommes de main de Meyer Lansky le 16 juillet 1943. Un rendez-vous qui se serait mal passé. La tension serait montée à tel point que Hawks aurait reçu un violent coup à la tête au point de le tuer. Pour camoufler tout ça, les gangsters auraient transporté le corps d'Harry à son domicile et maquillé le crime en un cambriolage qui aurait mal tourné. Barker serait donc allé sur place pour ne pas qu'on remonte cette piste. Mais cette théorie, ce n'est pas la seule qui existe où Harold Christie serait impliqué. Difficile de ne pas penser qu'Harold est impliqué dans cet assassinat. Pour rappel, il était présent dans la demeure la nuit du meurtre, vu qu'il y dormait, et puis c'est lui qui a trouvé le corps d'Harry sans vie. Déjà, le fait qu'il n'ait pas été réveillé que ce soit par le bruit ou par l'odeur est étrange, sachant qu'il logeait à moins de 5 mètres de la chambre d'Harry. Et puis, action étrange, le fait d'appeler en premier réflexe le duc pour savoir quoi faire et pas les autorités rend la personne encore plus louche. Et chose que j'ai oublié de vous dire, c'est Harold qui a renvoyé les domestiques chez eux ce soir-là. Mais la question à se poser du coup, c'est quel aurait été le mobile du meurtre. Premier mobile, le classico, la thune. Les deux étaient amis mais aussi associés dans certains business et Harold aurait une grande dette auprès d'Harry. Comment faire pour l'annuler ? Le buter tout simplement. Autre mobile, la crainte de voir Harry partir. Des rumeurs faisaient écho que Harry était devenu de plus en plus mécontent de sa vie sur l'île et craignait que son argent ne soit pas vraiment à l'abri du fisc aux Bahamas britanniques, ce qui le poussait à envisager de partir. Il était de base arrivé sur l'île suite au conseil de Christie, ce qui profitait bien à Harold au passage. Le fait de voir Harry s'en aller et surtout son compte en banque, lui qui était la personne la plus riche de l'île, aurait été ruineux pour Harold et pour la haute société de l'archipel. Il aurait alors été assassiné en espérant que sa femme reste avec son argent bien au chaud sur l'île. Il existe différentes théories qui expliquent le meurtre d'Harry à cause d'une conspiration nazie. Et 2 hommes reviennent régulièrement dans ces théories. Pour commencer, le duc de Windsor, ce qui n'est pas vraiment surprenant vu de ses relations avec l'Allemagne nazie dont je vous ai fait part, mais aussi au vu de sa forte implication dans cette affaire. Et la deuxième personne, c'est l'homme d'affaires suédois Axel Wenner-Gren, qui est lui aussi fortement soupçonné d'avoir entretenu des liens avec l'Allemagne nazie. Ancien résident de l'île, il débarque au Mexique en 1943 pour des vacances, mais s'y voit coincé lorsque les Alliés le placent sur liste noire durant la guerre pour ses soupçons d'affinité avec le régime nazi. Un point qui ne dérangeait donc absolument pas le duc de Windsor qui entretenait de bonnes relations avec lui. Coincé au Mexique, l'homme d'affaires suédois avait créé une banque et projetait de prendre le contrôle de l'économie mexicaine grâce à elle. La première théorie raconte que le duc de Windsor blanchissait de l'argent par l'intermédiaire de cette banque et qu'Harry Hawks aurait découvert leur combine et leur bonne relation avec le régime allemand. Autrement dit que les deux étaient des espions à la solde des nazis et que c'est la raison pour laquelle il aurait été tué. Une autre théorie proche de celle-ci et qui rejoint la pressante idée que la cause de la mort est pour empêcher Harry de partir existe. Elle relate qu'en fait Harry lui aussi envisageait de transférer son argent dans cette banque et pourquoi pas partir y vivre.
Et donc, fini les Bahamas, ce qui aurait ruiné l'économie de l'île, ce qui expliquerait sa mort. Une dernière théorie explique qu'Harry aurait découvert qu'Axel Vandergreen entretenait des relations avec Hermann Göring, qui était fortement soupçonné d'être un espion nazi. Une preuve qui démontrait la trahison d'Axel, qui aurait donc fait en sorte de tuer Harry pour que cette histoire ne sorte pas au grand jour. Après la fin de l'enquête et du procès, chacun retournera à sa petite vie. Le couple Alfred-Nancy, qui semblait pourtant incassable durant le procès, verront leur chemin se séparer quelques années plus tard avec un divorce en 1949. Le duo d'enquêteurs Malcolm Barker pliera bagage de Nassau à la fin de l'enquête pour retourner aux États-Unis, avec un retour à une vie normale dans l'anonymat certes, mais avec une image bien entachée aussi. Pour le duc et la duchesse, cette aventure bahamienne sera leur dernier rôle diplomatique de leur vie. Un mandat plus que houleux qui aura sûrement été la goutte d'eau pour le pouvoir et la monarchie britannique. Ils partiront en France où ils vivront une vie mondaine mais discrète jusqu'à y finir leur vie. Harold Christie sera sûrement celui qui s'en sortira le mieux en continuant d'étendre un véritable empire aux Bahamas. Aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, nous ne connaissons toujours pas l'auteur de ce crime qui a secoué une île qui paraissait pour le moins paradisiaque à tous les égards. Il y a encore bien des secrets dont nous ne détenons pas la réponse et que nous n'aurons sûrement jamais. La faute à une enquête floue avec des personnages possédant une part d'ombre. Ce qui empêche de mettre totalement la lumière sur ce qui s'est passé le soir du 7 juillet 1943.